Bonjour à tous, auditeurs de Radio Cyclo. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux plan vélo, du deuxième. Avec nous, nous avons donc Thibaut Quéré, qui est responsable du plaidoyer à la FUB. Je ne sais pas ce que c'est, il va nous le dire, mais c'est à la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et Jérôme Sorel, donc le média Wheels, et qui se dit être le leader de Pignon. Leader d'opinion. Le leader d'opinion qui fait plusieurs pignons, qui fait des émissions régulièrement sur Cause Commune, des émissions radio hebdomadaires. Ouais. Évidemment, sur le vélo, on va parler vélo, du nouveau plan vélo et de tout ce qu'il y a autour de toute manière. Alors, le plan vélo, c'est le deuxième. Il y en a eu un qui a été mis en place par le gouvernement en 2018. 4 ans se sont passés avec beaucoup d'évolutions, encore plus de vélos vendus, encore plus d'utilisation du vélo. Et donc le gouvernement a décidé de mettre en place un second plan vélo. C'est ça. Le gouvernement, sous la pression des associations notamment, a fait le choix en effet d'annoncer. Alors, on n'est pas vraiment sur un plan dans ce qu'on regarde par rapport au 20 septembre. On est sur l'ébauche du plan, c'est-à-dire qu'on a la structure, les grandes lignes. Après, le contenu du plan, ça pour le coup, l'objectif c'est de le construire au fur et à mesure dans les prochains mois. En fait, surtout à l'aune d'un nouveau comité qui a été créé, qui s'appelle le comité interministériel pour le vélo, qui est le premier vrai organe, ou en tout cas espace de discussion, porteur d'une discussion interministérielle sur le sujet vélo, qui ne soit pas que de la discussion entre les services, les administrations, mais vraiment un cadre politique sous la coupe de la Première ministre. Et c'est comme ça qu'en fait vont venir se détailler les différents axes du plan vélo à mesure qu'on réussira à travailler, collectivités, monde économique, usagers et gouvernement, sur les différents aspects sur lesquels on va avancer. Et le premier sujet sur lequel on va travailler très fortement, ça sera la question des pistes cyclables, de l'infrastructure et de l'argent que met l'État et que mettent les collectivités dedans. Alors, on va y revenir, sachant que là, il y a justement plusieurs collectivités. Quand on parle d'un endroit en France, il y a la mairie, il y a la métropole, il y a le département, il y a la région, il y a l'État. Enfin, c'est pour ça que parfois, c'est un peu compliqué de tout mettre en place, même s'il y a des sous. Alors, Jérôme Sorel, le vélo a nettement progressé, en tout cas l'utilisation du vélo, notamment vélo taf, mais c'est pas encore un chiffre exceptionnel. Bah ça progresse quand même plutôt bien aujourd'hui, en tout cas dans les centres-villes. Il suffit quand on habite en centre-ville, il suffit d'aller dehors aux heures de pointe. Il y a du vélo partout et de plus en plus. Alors après, j'ai pas les chiffres devant moi de l'évolution, mais je crois que c'est à Paris par exemple, c'est de l'ordre de plus 20%, je crois. Thibaut, en France, je crois, c'est plus 28%, je crois, d'après les études. Des itinéraires, ouais. Après, ce qui est un peu compliqué, c'est c'est plus 28% par rapport à quoi? Par rapport à 2021, on était encore un peu sous Covid. Donc on manque un peu de recul pour vraiment identifier quelle est la vraie part de progression. Si on est à plus 28%, mais qu'on n'a aucune contrainte pour se déplacer, et que l'année précédente on était confiné chez nous avec plutôt le télétravail et pas de possibilité d'aller au bureau par exemple ou sur son lieu de travail au quotidien. Donc c'est un peu. Je pense qu'aujourd'hui il faut encore attendre un an pour avoir des vrais chiffres qui parlent vraiment, à mon avis. Alors il y a plus de 60% des trajets qu'on va appeler travail, qui sont faits en voiture quand même. Donc encore tout reste à faire. Mais justement, c'est une question d'investissement, de volonté politique, de mise en place. Dans certaines villes c'est compliqué, dans d'autres ça l'est un peu moins. Alors, je pense que c'est pas forcément qu'une raison de ville, c'est aussi des décisions de l'État. Thibaut, et c'est super, hein, alors c'est vrai que c'est pas tout à fait un deuxième plan vélo, c'est plus une continuité. Ou une remise au pot, si je puis m'exprimer ainsi, parce que les 250 millions annoncés par Madame Elisabeth Borne, c'est 250 millions sur un an, mais combien coûte la prime de 13 centimes à l'État sur l'achat de l'essence? Ça, c'est au moins 2 milliards d'euros, je crois. Alors, donc il y a une question aussi une question d'échelle. C'est une question d'échelle, d'ordre de grandeur, de décision, sachant effectivement qu'on va dire les pro-voitures et les pro-vélos se battent là-dessus en disant 250 millions d'un côté et X milliards de l'autre. Il n'y a pas photo, mais il y a volonté en tout cas de mettre en place. Ouais, c'est clair. Non, mais il y a une volonté d'avancer. Après, clairement, la question qui se pose, c'est celle des ordres de grandeur, hein, parce qu'aujourd'hui, en France, on investit plus que par le passé, ou on fait un peu plus de vélo que par le passé, mais aussi parce qu'on part de tellement bas que chaque petit point en plus ou chaque dizaine de millions d'euros en plus paraît énorme en relatif.
est assez faible en absolu. Et donc c'est là où on est plus, qu'on a à regarder ce qui se fait autour de nous. Qu'est-ce qui se fait en Allemagne? Bon, l'État investit 4 fois plus que l'État français. Qu'est-ce qui se passe en Irlande? 20% de l'investissement. Tout investissement en infrastructure en Irlande, c'est 20% qui est dédié à la marche et au vélo. En France, on est à moins d'1%. Donc on voit quand même qu'il y a eu des modèles aussi, des choix politiques qui ont été faits dans d'autres pays, dont nous, on serait très intéressés de s'inspirer pour qu'on l'applique en France du côté de l'État, pour que derrière aussi il y ait ce phénomène à la fois un peu, alors le terme est un peu galvaudé, mais de ruissellement État vers collectivité, mais aussi que les collectivités se disent putain, il y a quand même une sacrée carotte au bout, il y a pas mal d'argent, il y a de l'investissement, il y a une dynamique qui est faite par l'État. Comment moi je me structure derrière pour faire en sorte d'aller chercher ces guichets de financement? Et donc on va avoir un peu cet effet qui va du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et donc pour ça, on a besoin d'un État qui soit quand même assez planificateur, qui crée le cadre et qui permette après aux collectivités de porter leurs projets en toute indépendance. Alors, on va voir sur le plan vélo. Oui, c'est ce qui me semble quand même. On peut prendre ces 250 millions d'euros du plan vélo d'Elisabeth Borne sous 2 ans, dire c'est pas assez. Et de l'autre côté, se dire c'est un vrai signal. L'État met 250 millions d'euros à charge ensuite des régions, des départements, des villes, de dire au fait oui, il y a l'État me suit, est-ce que je peux lancer quelque chose, et en fait je pense que c'est surtout là que c'est intéressant, au-delà de la somme qui est mise en place. Alors on parlera des différents volets du plan vélo. En tout cas, puisqu'on est sur l'investissement et on parlait des collectivités, quand on était donc au congrès de la FUB le dernier, qui était à Tours l'année dernière, il y a un maire qui a parlé, qui était bien placé, peut-être le numéro 1 ou la meilleure progression sur les vies cyclables, qui disait, c'était vers le bassin d'Arcachon ou vers la côte atlantique, qui disait que finalement lui ça faisait 15 ans, on disait comment faire, et lui maire et son conseil municipal disaient que depuis 15 ans peut-être, il consacrait un pourcentage énorme dans son budget d'investissement et de voirie sur les aménagements vélo. C'est ça. Clair. Donc ça veut dire que c'est des sous, aussi une volonté politique. C'est des sous, une volonté politique, et c'est aussi de maintenir l'investissement dans le temps, parce que parfois ce qu'on voit dans des politiques de certaines villes, c'est qu'il y a une époque où il y a un maire ou une maire un peu visionnaire qui décide d'investir ponctuellement, et on en voit après les traces, c'est-à-dire un réseau de bandes cyclables ou un petit réseau embryonnaire de pistes, et puis après la majorité suivante, le temps faisant, les contraintes d'investissement faisant, on se retrouve à avoir un réseau qui est mourant, mal entretenu, et à la fin ça fait quelque chose où la politique cyclable prend plus et les usagers ne suivent pas. Donc il y a cette nécessité d'investir, de consacrer en fait une partie du budget et de le sanctuariser, de le planifier sur le long terme, parce qu'en fait on a toujours à progresser. Aux Pays-Bas, ils ont beau être largement devant nous, ils continuent à investir largement plus que nous. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est extrêmement important de continuer à investir, à maintenir et à continuer à développer ce que nous on fait par exemple sur le routier. C'est-à-dire qu'on a le réseau le plus dense au monde en matière de routes par habitant, plus d'1 million de kilomètres, et on continue à investir énormément d'argent dans l'entretien et dans le développement de nouvelles routes. En gros, c'est ce schéma-là, cette façon de penser l'aménagement routier et la politique de transport que nous, on veut retranscrire côté vélo, puis après tous les modes qui sont complémentaires au vélo, la marche, les transports collectifs, le transport ferroviaire. On parlera tout à l'heure de la multimodalité, puisque ça c'est un des volets du plan vélo. Le premier volet, donc, c'est la sécurité. La sécurité, ça veut dire aussi la sécurité sur les vélos. Ce sont les aménagements, et on en parlait. Il y a 2 types d'exemples, moi qui me vient à l'esprit. Première chose, dans un centre-ville qui n'a pas été créé j'allais dire pour le vélo, mais non, parce que tous les centres-villes ont été créés pour le vélo à l'époque, puisque c'était le moyen numéro 1 de locomotion. Mais des centres-villes qui n'ont pas été créés pour avoir les deux, pour avoir les voitures et pour avoir les vélos. Ou la voiture a pris toute la place. La voiture a pris toute la place. Donc ça, c'est un premier problème. Il y a un deuxième problème, et moi, j'y pensais déjà, et j'ai vu ça quand on était sur le Tour de France. Je vous rappelle que le Tour de France est parti de Copenhague. Il y a eu 3 étapes au Danemark. La plupart des routes, des départementales, des nationales sont doublées par des pistes cyclables dignes de ce nom. Et ce qui manque en France, je pense, alors on a le problème des centres-villes, à aménager, trouver la place, comment faire. On a aussi ce que j'appelle l'interurbain, c'est-à-dire pour être entre 2 villes et 2 villages, c'est compliqué. Moi qui suis dans le sud, par exemple, entre Aix et Marseille, c'est très compliqué de faire la jonction à vélo. Oui, complètement. C'est les 2 gros volets. Enfin, nous, là, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les contrats de plan État-région, c'est-à-dire comment l'État et les régions vont sanctuariser sur 6 ans des budgets colossaux en matière d'investissement, parce que c'est autour de 20 milliards d'euros qui vont être contractualisés, et de se dire quelles sont les 2 priorités qu'on a aujourd'hui. On a les réseaux urbains.
Bon, ça là-dessus, ça commence à avancer. C'est assez simplement prendre de la place à la voiture, affecter du stationnement qui était longitudinal et qui prenait de l'espace, en faire une piste cyclable. C'est changer le plan de voirie et de circulation pour favoriser les modes actifs. Donc ça, on voit à peu près bien. C'est assez cadré. On a beaucoup d'exemples qui nous disent quoi faire. Et puis après, le deuxième gros volet, et qui est peut-être même celui le plus important, c'est comment on traite de la mobilité des gens qui sont dans un espace périurbains, ruraux ou dans des petites centralités, d'une petite ville vers une deuxième petite ville. Les deux font 5000 habitants et globalement beaucoup de flux sont générés par les deux endroits. Comment on atteint l'école, le collège, le lycée. Donc tout ça, comment on sécurise ces pratiques-là. Et ça, c'est des investissements pour le coup qui sont vraiment massifs. Parce que là, on est sur du linéaire qui est très très long. C'est beaucoup de kilomètres. C'est plus de 300 000 kilomètres de départemental en France. Donc si on veut toutes les sécuriser, il va falloir mettre des sous. Il va falloir mettre des sous pendant longtemps. Mais surtout, il va falloir qu'on priorise en se disant où est-ce que les gens vont, qu'est-ce qu'ils font. Et en fait, les gens en milieu rural comme en ville, ils vont globalement, ils se déplacent 3-4 fois par jour pour aller au travail, pour aller aider quelqu'un, un proche, etc. pour différentes actions de la vie, aller à l'école, s'éduquer, aller travailler, manger. Donc on a à peu près des usages qui sont partagés, mais des usages qui sont beaucoup plus longs en milieu rural, beaucoup plus contraints. Et donc c'est là où on peut apporter avec le vélo quelque chose qui soit intéressant, qui ne viendra pas en substitution des transports en commun puisqu'ils n'existent pas et que malheureusement ils existeront peut-être jamais. C'est c'est évidemment plus efficace que de la marche qui, pour certains, est très contraignante dans ces espaces-là où on marche très longtemps chaque jour. Donc le vélo a un espace hyper intéressant à aller trouver. Maintenant, c'est à l'État et aux collectivités de le mettre sur les bons outils de politique publique. Alors, on verra les aides qui existent, notamment le programme à vélo. À vélo, c'est ça? Pour les collectivités, vélo, pour les collectivités. D'abord, sur Paris, ton expérience. Alors, toi, tu es toujours à vélo, que tu sois sur Paris ou ailleurs. Tu étais sur le Roc d'Azur, tu étais à vélo. C'est quand même plus le train. C'est avec le train, non? Vous avez fait justement la multimodalité, on y reviendra. Sur Paris, le vélo, ça a bien changé depuis quelques années quand même. Oui. Après, on arrive à l'étape suivante. Honnêtement, quand je regarde, moi, là, les pistes cyclables qui sont très empruntées, elles me font pas rêver du tout. Sur Paris, le boulevard Sébastopol, il me fait pas rêver. La piste cyclable de Magenta, elle me fait pas rêver. Les pistes cyclables sur les quais de Seine, elles me font pas forcément rêver aux heures de pointe. On se retrouve, le vélo est victime de son succès. On se retrouve avec des embouteillages de cyclistes. Des cyclistes qui potentiellement se comportent pas forcément d'une manière très cordiale et très civique. Et à l'arrivée, boulevard Sébastopol, je suis à titre personnel bien mieux dans la voie de bus que sur la piste cyclable qui est un enfer en fait. Et là, on parle de la piste Magenta, c'est pareil. Donc oui, c'est bien. Oui, il faut prendre son temps, mais d'un autre côté, on retrouve un peu les mêmes problèmes que ce qu'on a au Danemark, c'est qu'aujourd'hui, les pistes cyclables parisiennes, elles sont pas inclusives du tout. Moi, je mets pas mes enfants, j'ai plus d'enfants de 7 ans ou 8 ans, mais je mets plus mes enfants de 8 ans au quotidien, le matin pour l'emmener à l'école dessus. Il y a trop de monde. Et puis tout le monde qui roule n'importe comment. Donc on revient il y a un problème de comportement et de dimension de la piste cyclable. Alors on revient au problème de sécurité et tu dis il faut apprendre à rouler. On parlera. Il y a aussi un programme du savoir rouler. Tout le monde ne sait pas forcément rouler. Je rappelle qu'il y a un code de la route. Et le code de la route, il est valable pour les voitures, pour les camions, pour les vélos et souvent il est respecté. Mais ça c'est un peu c'est un peu inaudible aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un de la FUB ici, mais quand on est en dehors du circuit militant vélo FUB, dire que les cyclistes font n'importe quoi et les cyclistes, c'est un peu inaudible. C'est-à-dire oui, mais typiquement, je vais prendre un exemple. C'est difficile quand on est dans l'univers du vélo de dire au fait l'espace public commence par être envahi par les vélos qui sont garés n'importe où. On a tout de suite la réponse qui arrive en face. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable et il n'y a pas de parking cyclable et il n'y a pas d'arceau vélo et ça manque de place de parking. Mais c'est le même raisonnement qu'on avait sur les deux roues motorisées. Oui, deux roues motorisées, ils se mettaient sur le trottoir parce qu'ils étaient tolérés et parce qu'il n'y avait pas d'espace pour se garer. Et au fait, le vélo devient une sorte de... Il faut faire attention, le vélo peut devenir vite nuisible dans une ville comme Paris et il faut absolument éviter ça, à mon sens. Alors voilà, je pense que c'est compliqué. Si on était élu à la ville de Paris, si on était on ne s'est pas présenté. Tu vois, on parlait de Paris, mais on s'est croisé aussi à Strasbourg. Strasbourg, c'est très étonnant, c'est très intéressant. Strasbourg, c'est une ville qui a mis en place une politique vélo il y a très longtemps. Quand on se déplace en centre-ville dans Strasbourg à vélo, on y va
tout doucement, c'est pas grave, on n'est pas pressé, mais on sent bien que les piétons ont intégré qu'il pouvait y avoir des vélos derrière, ils se poussent, ils laissent passer, etc. À Paris, il n'y a pas du tout ça, pas encore. Donc il y a aussi une éducation. Oui, bien sûr, il y a aussi une culture qui doit se créer petit à petit, mais ça c'est très création d'une culture qui passe évidemment par différents aspects. Tu as évidemment la dimension éducative, l'apprentissage. Bon, ça c'est porté par des politiques nationales ou c'est porté typiquement par l'action des vélos-écoles membres du réseau de la FUB, là plutôt pour des publics adultes. Et la création d'une culture aussi, c'est un espace public qui soit désormais inclusif pour différentes pratiques, et notamment celle du vélo et celle de la marche aussi, parce que c'est un des gros aspects des politiques à venir, c'est comment on développe aussi la marche en ville, et pas que, mais surtout en ville, et donc comment on ne crée pas ces espaces de conflit entre cyclistes et piétons. Donc c'est tout ça, c'est les aménagements qui construisent aussi des pratiques, c'est l'éducation, l'apprentissage, c'est derrière aussi comment on parle du vélo, comment on l'imagine, et comment derrière on crée des réflexes ou une façon de penser la ville qui est plus la même. Et donc je pense que là le sujet, ce qu'on pointe un peu du doigt, c'est la problématique de la voiture en ville, quoi, qui pour le coup est aussi un des aspects très forts. C'est que sur un Sébastopol, on a 4 voies voitures sur un boulevard absolument monstrueux. On a plus de cyclistes par jour qui sont sur 3,50 m. On se pose clairement la question de la réaffectation de l'espace public. Et donc là, derrière, si on veut baisser les conflits d'usage, si on veut laisser la place aux piétons, aux cyclistes, et puis après aux véhicules de secours, aux bus et aux personnes qui utilisent la voiture pour des raisons de nécessité, qu'on réaffecte les choses selon réellement les besoins et les usages, et moins les politiques précédentes qui ont conduit à la mise en place de ce genre d'aménagement aujourd'hui très défaillant. Alors je retiens ce que vous disiez tous les deux au niveau des piétons, le partage de la route entre les piétons, on oublie la voiture, entre le piéton et le vélo, et notamment sur les voies sur berge, tu en parlais tout à l'heure, un dimanche après-midi ensoleillé, c'est compliqué pour les vélos. Hein. Oui, et pour les piétons. Et pour les piétons. Il y a plus de piétons que de vélos, parce que les vélos n'y vont plus. C'est compliqué pour les piétons parce qu'ils se font peur, mais c'est normal qu'ils aient peur. Ils voient des vélos débouler dans tous les sens, avec silence, dans les deux sens, quand ils sont habitués potentiellement à ce que sur les voies sur berge, les voitures, les motoristes aillent que dans un sens. C'est hyper perturbant. Est-ce que ça va prendre 1 an, 2 ans, 10 ans à ce qu'il y ait une intégration de ces schémas de circulation des cyclistes? Et puis ça, j'en sais rien. Je peux pas le dire, ça. Ouais. Tiens, justement, en parlant des grandes villes, à votre connaissance, on a un vélo ou on n'a pas de vélo, mais tous les départements, les régions et les grandes villes ont mis en place des systèmes de location de vélos au mois, à l'heure, à la minute. Mais ça existe dans la plupart des départements, des métropoles. Sur Paris, on a je sais plus comment ça s'appelle, le Véligo et le Vélib. Le Véligo, ouais. Non, alors le Vélib, oui, mais le Véligo. Dans le département du 13, que je connais bien, il y a le département qui te loue des vélos. Il reste encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Oui. Ouais. Sur les services vélos, on n'a clairement pas une carte de France qui est totalement couverte par des services vélos. On va retrouver des services plutôt dans les espaces urbains ou dans des territoires qui ont une certaine densité, avec déjà une première mouture de politique vélo, dans des départements qui parfois ont mis en place des services de location, par exemple à destination de public dans le cadre de leurs compétences solidarité. On va avoir des métropoles qui mettent évidemment en place des services de location de vélo, comme à Nantes, à Strasbourg, à Poitiers. On a des régions, alors ça c'est plutôt la région Île-de-France qui fait office d'exemple aujourd'hui le plus abouti avec son système de location Véligo, mais ça c'est pas une carte de la France, quoi, où c'est très très loin d'être une carte de France. Et il y a un gros enjeu en plus des aménagements à développer ces services vélo, le stationnement, les services d'intermodalité, et puis les questions de location de vélo qui sont intéressantes, en plus des aides à l'achat qui font aussi partie du plan vélo du 20 septembre. Les aides à l'achat, oui, qui ont été renouvelées. Juste en parlant de Véligo, par exemple, sur l'Île-de-France, on y trouve du vélo individuel, mais on y trouve aussi du vélo cargo. Ça, c'est intéressant. Ouais. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure de la livraison du dernier kilomètre. On dit ça comme ça, non? Ou du premier kilomètre ou du dernier. Ouais. Mais dans les villes, il y a de plus en plus de vélos cargo, de professions qui travaillent avec des vélos cargo. Il y avait eu d'ailleurs une association sur Nantes qui s'appelle les boîtes à vélo, et on trouve quasiment tous les métiers aujourd'hui. Ouais. On trouve tous les métiers à pouvoir travailler. Alors, on revient sur les aménagements. Il y a le programme à vélo, c'est pour aider les collectivités. Comment ça se goupille, ça, Thibaut? Le programme à vélo, c'est un programme qui est porté par l'ADEME, donc un des opérateurs de l'État pour les politiques de transition écologique. Et le programme à vélo, l'idée est de financer l'ingénierie dans les territoires pour mettre en place des politiques vélo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut demander aux territoires, départements, collectivités, enfin bref, on s'en moque un peu de l'échelon administratif. On peut leur demander de mettre en place des politiques cyclables. En revanche, elles n'ont pas de personnes en interne pour
réellement penser ces politiques, les travailler, les concerter et derrière les appliquer. Et donc pour ça, on a besoin de gens, donc ça va faire partie des nouveaux métiers aussi du vélo, qui sont des chargés de mission vélo, qui sont des personnes qui connaissent bien les problématiques vélo, qui comprennent comment ça fonctionne, comment on concerte avec des usagers, comment on construit un schéma directeur. Et donc ça, c'est des gens aujourd'hui, des compétences qui sont manquantes dans les collectivités. Et le but d'Avélo, c'est de permettre que l'État, via l'ADEME, finance ces postes de chargés de mission vélo. Alors là, ils vont repartir, je crois, dans un appel à projet bientôt. Avélo, ils ont déjà couvert pas mal de territoires, plusieurs centaines de territoires qui, grâce à Avélo, financent les premières années en fait des dépenses de fonctionnement pour avoir un chargé de mission vélo. Après, l'objectif, c'est de pérenniser en fait ce poste-là. Et donc là, se repose la question de comment la collectivité est prête à engager des dépenses de fonctionnement et d'investissement pour mettre sa politique cyclable en place. Et dans la plupart des départements, il y a des chargés de mission, non? Ou il en manque encore? Il en manque. Il en manque? Oui, il en manque beaucoup parce qu'il y a beaucoup de départements. Historiquement, les départements ont la compétence pour la voirie. Donc, historiquement, voilà, on a fait beaucoup de routes départementales. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont formés à faire des pistes cyclables, loin de là. C'est aussi pour ça que nous, à la FUB, par exemple, on a créé un programme comme l'ANMA, l'Académie des mobilités actives. C'est aussi pour former ces gens-là dans la prise en compte de nouveaux sujets. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des 4 voies, on fait des pistes cyclables. Et faire une piste cyclable, ça ne répond pas aux mêmes usages que de faire une 4 voies. Donc, comment on réfléchit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels enrobés, quels enrobés on met au sol? Comment on crée ces politiques de concertation? Parce que ça demande un travail aussi avec les usagers qui est peut-être plus fort encore que pour les politiques routières. Donc il y a vraiment des changements à faire et aujourd'hui on n'est pas encore assez doté en France, loin de là. L'association comme Vélo et Territoire le dit très régulièrement, il y a un déficit structurel de chargés de mission vélo et donc on a besoin de créer cette ingénierie en plus de l'expertise d'usage qu'apportent les associations vélo. Mais l'ensemble du système vélo est de toute façon en pénurie de main-d'œuvre. Ouais. On manque de mécanos, on manque de... Toutes les entreprises, les marques de vélo, elles sont toutes en train d'essayer de recruter des commerciaux, des ingénieurs, des logisticiens, etc. Toute la chaîne de valeur du vélo en France, elle est en pénurie. Alors c'est pour ça qu'il y a des tas de services qui se sont mis en place, emploi vélo, etc. Je sais pas, vous avez mis quelque chose en place, la FUB, pour les emplois vélo? Oui, un autre programme, donc dans tous les programmes de la FUB. Il y en a des programmes. Il y en a, ouais, donc un autre programme qui là pour le coup a pour cible les employeurs, donc publics ou privés, on va dire les entreprises pour être assez schématique, c'est comment on accompagne justement et on finance les politiques des employeurs pour qu'ils s'engagent à favoriser la mobilité à vélo de leurs salariés. Donc là dedans, il y a des prestations de conseil, d'accompagnement, de financement par exemple du stationnement vélo au point de travail sur le site de l'employeur, et puis aussi des à côté sur les douches, des formations, de la sensibilisation aux différents aspects de la mobilité à vélo. Donc ça c'est aussi un des programmes portés par la FUB et qui a pour objectif de développer toujours plus ce système vélo. Alors on y reviendra tout à l'heure justement au niveau du stationnement. Moi je voudrais qu'on parle du stationnement en ville, les arceaux, etc. qui sont mis, les vols du vélo, qui est une vraie problématique dans tous les endroits de France où on se trouve. On nous parle du vol de vélo, donc on y reviendra. Mais on va en parler tout de suite. On reviendra tout à l'heure justement sur les aménagements avec Christophe. On parlera, qui est syndic de copropriété. Nous parlerons des aménagements à mettre en place dans les locaux collectifs. Dans une maison individuelle, bon, c'est plutôt simple. Il n'y a pas de maison individuelle partout. Mais on verra avec Christophe. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les villes doivent mettre en place, il y a un vrai problème du vol, les villes doivent mettre en place des arceaux, des parkings, on va dire, des parkings permanents ou des parkings éphémères sur un événement, etc. Il y a quelque chose de prévu là au niveau de la FUB. Évidemment, vous avez certainement un service qui doit donner des conseils. Mais est-ce qu'il y a des choses de prévues? Et Jérôme, tu nous diras comment ça se passe à Paris. Enfin, moi, j'étais à Marseille l'autre jour, on va pas se moquer de Marseille. Le président de la CCI qui parlait de ça s'était fait voler son vélo 2 jours avant parce qu'il n'avait pas su comment l'attacher, etc., etc. Non, mais c'est un vrai sujet. Enfin, si on prend l'entrée vol de vélo et que dedans on prend la case stationnement, il y a des enjeux très clairs de massification du nombre de stationnements vélo partout en France. On a créé du bâti, de l'habitat collectif, du bâti professionnel, des locaux d'entreprise, sans y intégrer dans le design initial le stationnement vélo. Donc ça, c'est comment on essaie un peu de corriger la copie. On a la question de l'espace public où aujourd'hui, soit on se retrouve avec une pratique du vélo qui augmente,
mais du coup des vélos qui investissent l'espace public de manière un peu désorganisée. Et donc comment créer de l'arceau vélo pour essayer de canaliser ça et rendre l'espace public à tous les usages, et notamment pas que les piétons soient se voient emmiêter une partie de leur espace. Donc on a ces questions-là, et puis après on a la question aussi de comment on apprend aux nouveaux usagers qui n'ont pas forcément une culture vélo très forte à bien attacher leur vélo, à choisir leur bonne antivol. Donc ça, c'est notamment le rôle de la FUB via ses commissions antivol. Et puis après, sur tout le spectre du stationnement, on est aussi là, nous, pour apporter du financement et de la prestation de conseil auprès des acteurs pour qu'ils puissent derrière savoir exactement comment calibrer leur local vélo, leur garage à vélo dans leur bâtiment. Donc on agit un peu sur tous les aspects du système vélo, de la sensibilisation de l'usager sur comment on accroche bien son vélo et comment on choisit bien son antivol, à la prestation de conseil, d'accompagnement et de financement du stationnement sécurisé, qui reste un des principaux leviers pour baisser les chiffres du vol de vélo, qui reste extrêmement important en France. Dis-nous, Jérôme Sorel, comment ça se passe le stationnement des vélos dans Paris ? C'est un peu ce que dit Thibaut. Il y a un vrai enjeu de place, il y a un vrai enjeu de culture aussi pour apprendre à bien attacher son vélo. C'est une sorte, moi je trouve ça odieux, c'est une sorte de passage obligé. T'es un vrai cycliste si tu t'es fait voler 1 ou 2 ou 3 vélos. Et il faut pour être un vrai cycliste, il faut se faire piquer les vélos. Mais c'est odieux quoi. À un moment donné, j'ai un souvenir de Barbara Pompili, à l'époque elle était ministre de l'écologie, je crois, dans la mandature précédente. Je roulais à ses côtés avec Jean-Baptiste Djibari et elle raconte qu'elle s'est fait voler son vélo dans la Somme et c'est presque normal. Mais non, c'est pas normal. Arrêtons. Et je suis pas persuadé que des arceaux vélos soient la solution. Je pense qu'il faut qu'il y ait. Alors, je suis en train de devenir un vieux réac, mais il faut qu'il y ait aussi probablement un enjeu judiciaire. Au Roc d'Azur, j'étais au Roc d'Azur la semaine dernière. Il se murmure qu'il y a entre 1000 et 1500 vélos qui sont volés en 4 jours. Sur les stands des fabricants, il y a, alors pas toutes les 5 minutes, mais il se trouve que moi j'en ai vu 4, c'est plutôt des hommes, qui arrivent dépités sur les stands en disant « Est-ce que, chère marque de vélo, vous prêtez des vélos en test je viens de me faire voler mon vélo. Pourtant, il y avait un parking sécurisé qui était gardé. Mais alors, d'un côté, il y a une certaine naïveté. Ils viennent, peu importe le montant de leur vélo, qui valent 50 € ou 10 000 €, peu importe, à un moment donné. Mais il y a effectivement, il y a une certaine naïveté. Un couple de potes qui venaient, ils ont laissé leur vélo sur le porte-vélo à l'arrière de leur voiture sur le parking du Roc d'Azur, attachés avec un antivol, peu importe la qualité de l'antivol, le temps d'aller chercher leur dossard et ils reviennent, il n'y a plus de vélo. Mais c'est intolérable, au fait. Et donc ça veut dire. Donc il y a un problème judiciaire, toi, tu dis. Je pense qu'il y a un problème judiciaire. Qu'est-ce qui risque le gredin qui se fait prendre la main dans le sac à voler un vélo ? Il y a encore eu un article dans le Parisien il y a pas longtemps. Une garde à vue et puis faut pas recommencer. Ouais, un rappel à la loi. À un moment donné, et puis quand on regarde, je pense, moi, c'est mon avis, mais quand on regarde les programmes qui sont mis en place, le bicicode, le marquage vélo, si le vélo, il y a des vrais, je pense qu'il y a des mafias derrière. Si le vélo, il part, je vais pas citer de pays, mais s'il part en dehors des frontières françaises, le bicicode, il sert à rien. Alors, on va en parler du bicicode, mais tu as raison, parce que déjà, les voitures qui sont immatriculées, le moteur, ça arrive à partir et à disparaître. Ouais. Donc, les vélos, encore plus facile. Justement, le bicicode, ça a été mis en place il y a bicicode, pardon. Ça a été mis en place il y a 2 ans, 3 ans. La PIC, c'est ça. PIC, vous étiez la FUB à l'origine aussi. On a créé le bicicode en 2004, donc c'était la première initiative de marquage de vélo pour identifier un cycle de manière complètement volontaire. Et derrière, pouvoir faciliter, une fois que le vélo, s'il est récupéré par des forces de l'ordre, de pouvoir l'identifier et ensuite faciliter le retour à l'envoyeur, au propriétaire du vélo. Donc ça, c'était un dispositif associatif qui a tenu quelques dizaines d'années, qui a connu un certain succès, qui a grossi, porté notamment par les associations du réseau FUB, et donc a été fait le choix lors du précédent gouvernement, à travers la loi d'orientation des mobilités, de généraliser le dispositif de marquage et d'identification des vélos. Et donc maintenant, vélos neufs. Les vélos neufs sont obligatoirement tous. Pourquoi pas les vélos d'occasion ? Les vélos neufs sont tous vendus en étant identifiés. Les vélos d'occasion qui sont revendus. Mais non. Un vélo de sport, il n'est pas identifié. Il est vendu, il n'est pas identifié. Mais c'est ça le problème. Les revendeurs ne le font pas. Et en plus de ça,
il y a des animations, il y a des animations d'inauguration, etc., etc. Venez faire marquer votre vélo. Les vélos qui sont marqués, il n'y a pas de preuve de titre de propriété. Ah mais non, mais c'est bon, on le connaît. À un moment donné, soit ça c'est constaté sur le terrain. Hein. Donc à un moment donné, soit on met en place un fichier national et on met en place des règles. Si tu veux faire marquer ton vélo, il faut qu'il y ait un titre de propriété. Le numéro XV28, il appartient à Thibaut Quéré. Mais il y a pas Thibaut Quéré, c'est bon, alors on le connaît, il est en charge du plaidoyer. Il est en charge du plaidoyer de la FUB. On peut lui faire confiance, il vient avec son vélo. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vélos qui sont marqués, les vélos qui sortent neufs ne sont pas marqués systématiquement, et deux, quand ils sont marqués, on ne sait pas véritablement si le vélo marqué, il appartient véritablement à Jérôme Armand, à Thibaut Quéré ou à Jérôme Sorel. Ça marche pas. Oui, alors par contre, juste, c'est le vélo neuf, le gars te fait une facture, il pose la petite plaque, ok. Sur l'occasion, je posais tout à l'heure la question, mais sur l'occasion, c'est un peu compliqué. Quand moi je t'achète un vélo, tu ne me fais pas une facture, j'ai aucune preuve, ou il faudrait que tu me fasses un écrit, ça devient compliqué. Il y a des technologies qui commencent à arriver par les fabricants. Il y a notamment, je peux la citer, la marque Audefil qui met de la technologie NFT à bord de son vélo. Est-ce que ça va marcher ? Ça, c'est pour le traçage. Hein. Oui, mais c'est aussi pour un passeport digital. C'est-à-dire que le vélo bleu, référence 28X212, il est sorti d'usine le 20 septembre, il est sorti du magasin le 30 octobre. Il a été acheté par Jérôme Armand et on l'a entretenu le 30 décembre. Donc, on connaît l'historique et comme c'est du NFT, a priori, c'est infalsifiable. Et donc, quand toi, tu vas vouloir le vendre d'occasion, eh ben, on aura la fiche, on aura le passeport digital de ce document, de ce vélo-là. Mais bon, encore une fois, c'est une marque qui commence à s'y mettre, qui commence à s'y lancer, qui va se lancer sur le sujet. Et encore une fois, si le vélo il disparaît et qu'il part via des réseaux mafieux, est-ce qu'on va vraiment le retrouver quand il sera de l'autre côté, du... La vertu de ce marquage, c'est que si le vélo est retrouvé en France, par exemple, le vélo repasse dans on est capable de dire, c'est-à-dire si la police met la main sur même un vélo, on est capable de retrouver le propriétaire, même ou le vendeur, etc. Il y aura un pop-up qui arrivera. On est capable de retrouver le propriétaire. Bon, c'est déjà ça. Le revendeur ou l'atelier. Mais pour revenir, tout à l'heure, tu posais la question des parkings, etc. Il y a un très beau document qui est sorti par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui est sorti là fin septembre. Stationnement des vélos dans les constructions, dimensions et caractéristiques, aide à la conception 2022. C'est un document qui fait une 50aine de pages, qui est plutôt bien fait. Après, pour moi, il y a des vrais trous dans la raquette, encore une fois, sur ce document-là. On parle que de vélo. Il n'y a jamais le mot trottinette, par exemple. À un moment donné, on parle de mobilité, etc., etc. On va pas faire des parkings pour les chaussures. Mais aujourd'hui, la trottinette répond à des besoins d'usagers. Alors, oui, c'est souvent des gens qui pourraient marcher le dernier kilomètre. Mais à un moment donné, quand tu me posais la question dans Paris, il y a plein de trottinettes partout dans Paris, des privés et des en véhicules en libre service. Ce document qui est proposé par le ministère de l'écologie parle de plan vélo et de parking vélo, mais j'ai fait la recherche, il n'y a jamais le mot EDPM et jamais le mot trottinette. Je trouve que c'est dommage. Alors oui, après c'est le partage effectivement de la piste cyclable entre la trottinette et le vélo. On pourra en parler. Alors tu as fait une transition sur les stationnements sécurisés des vélos dans les constructions. On va y revenir. On fait une pause. On aura avec nous comment il s'appelle, Christophe Verrière, qui est syndic de copropriété. Et donc on va savoir, lui, en tant que syndic sur Paris, en tant que syndic sur une autre ville de France, est-ce qu'il connaît les directives? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il a des choses à voir? Allez, on fait une pause et puis on le retrouve. Christophe Verrière nous a rejoint. On va parler parking à vélo dans les immeubles d'habitation. Bonjour Christophe. Bonjour. Ancien syndic, toujours syndic. Donc tu connais parfaitement les problématiques qu'il y a dans un immeuble d'habitation collectif. Et aujourd'hui, il y a des directives. On va voir ça avec Thibaut de la FUB. Est-ce que vous, les syndics, vous avez commencé à mettre des choses en place, sachant qu'au préalable, la problématique, c'est que les promoteurs qui vont construire un immeuble neuf à partir d'aujourd'hui, les architectes vont prévoir le stationnement qui va bien, parce qu'il y a de plus en plus de vélos, de plus de gens utilisent les vélos, donc des stationnements qui vont bien sur les immeubles neufs. Par contre, sur les anciens, il y a une problématique. Il y a un dispositif alvéole
que vous connaissez bien à la FUB, qui donne certaines directives auprès des syndics, parce que les syndics de copro aujourd'hui, vous partez de zéro, vous n'y connaissez rien là-dedans. On n'y connaît rien, et en fait on est surtout, généralement on commence à traiter une problématique quand elle se présente à nous. C'est-à-dire quand le conseil syndical nous fait part d'une volonté de mener une nouvelle politique dans l'immeuble. Et là, en fait, on va s'adapter aux contraintes juridiques, aux contraintes techniques. Tu évoquais tout à l'heure les contraintes du bâtiment. C'est le principal problème qu'on a notamment en intramuros à Paris, mais également sur première et deuxième couronne, dans une moindre mesure. Mais typiquement, on n'a pas la place pour mettre des vélos. Donc il va falloir trouver les solutions. La FUB, qu'est-ce qu'on peut trouver, Thibaut? La FUB peut, mais ne peut pas tout. Mais en effet, il y a des obligations légales qui ont été créées sur les bâtis neufs. Sur les règles en copropriété, on est toujours sur la loi de 65 qui régit globalement un peu le cadre d'intervention, de comment on prend une décision collectivement, avec une envie au fur et à mesure d'aller vers des facilitations en matière de règlement pour les questions de stationnement vélo. Mais ça avance pas assez vite. Et après, la question qui se pose très clairement, en effet, est celle du foncier, et celle des moyens mis à disposition pour que ce sujet financier entre copropriétaires, on puisse un peu le passer et réussir à trouver un arrangement financier qui évite des blocages dans les décisions collectives. Et puis après, on est aussi, nous, toujours sur la problématique des plans locaux d'urbanisme qui sont proposés par les collectivités et dont certains, aujourd'hui, ne facilitent pas la mise en place de stationnement vélo ou mettent des obligations en matière de stationnement automobile tellement élevées que du coup, le coût de rajouter en plus du stationnement vélo pose une problématique par rapport aux promoteurs. Donc on a ce sujet des plans locaux d'urbanisme, ça qu'on doit travailler avec les collectivités fortement pour qu'elles soient de plus en plus inclusives pour le vélo. C'est ce qui a été fait notamment à Strasbourg, par exemple. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le sujet. La question du financement des travaux, de la mise en place de ces stationnements sécurisés dans le bâti, avec aussi la prise de conscience que dans certains endroits, ça ne sera juste pas possible, puisqu'il n'y a pas l'espace dans certains immeubles très étroits, d'anciennes compositions, comme on a beaucoup en ville à Paris, comme on a aussi beaucoup à Lyon, qui est une des villes où on a le plus de sujets, nous. Et donc ça, c'est comment on finance le stationnement sécurisé dans l'espace public. Donc là, on revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les arceaux. Et puis au départ, les règles qu'on met au niveau national, qui aujourd'hui sont quand même assez peu ambitieuses par rapport à d'autres pays européens, notamment sur le bâti neuf, ou en tout cas qui sont contradictoires avec les objectifs de la politique publique nationale en matière de vélo. Et donc là-dedans, pour essayer un peu nous, la FUB, proposer quelque chose et créer notre brique du système vélo sur ces questions de stationnement en copro, on propose un programme qui s'appelle Alvéole, qui est doté de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui est à destination de plusieurs cibles. Donc beaucoup de cibles qu'on a évoquées déjà depuis tout à l'heure, la cible espace public, donc pour les collectivités, une cible beaucoup autour de l'habitat social, avec vraiment un accent qui est mis autour de comment on met du stationnement sécurisé dans l'habitat social, une cible copropriété privée, qui est une des nouvelles cibles du programme, puisque c'est la 3e mouture de ce programme-là, donc là qui va intéresser typiquement des syndics ou des conseils syndicaux sur comment on modèle notre dossier de financement et comment Alvéole peut être là, à la fois pour le financement des travaux et la mise en place des équipements, mais surtout pour le conseil en amont qui est financé à 100% via des bureaux d'études pour aider à calibrer, imaginer, trouver l'espace et derrière aussi choisir les bons équipements, puisque Alvéole ne finance que des équipements de qualité qui sont compatibles avec les besoins des usagers. Donc nous, on travaille sur ces différents aspects. Alors Christophe, c'est nouveau pour vous, hein. J'imagine, pour toi, mais comme tous les autres syndics. Donc tu apprends ou tu savais déjà que Alvéole, le dispositif Alvéole peut aider, mais la vraie problématique, alors dans des copros, il y a déjà des garages souterrains, on peut aménager un box, on peut aménager quelque chose. Quand il y a un extérieur, on peut acheter un parking, il y a des tas de fabricants, un parking sécurisé, fermé, etc. Quand on est dans un haussmannien, ça devient beaucoup plus compliqué. Oui. La difficulté, elle est en effet sur l'espace disponible, c'est le premier point. Puis après, il y a la question de l'équipement, parce qu'on peut parler des arceaux, c'est une chose, tout ce qui est, on va dire, sécurisation de l'emplacement de parking du vélo, mais il y a aussi tout ce qui permet de transférer le vélo de la partie intérieure à la partie extérieure. Je pense notamment tout ce qui est porte cochère, porte-sas, etc. Et on sait d'expérience que quand on utilise un vélo qui est à l'intérieur d'une courette, par exemple, ou d'une cour, généralement, on a des dégradations involontaires qui se font sur les équipements communs. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est d'aménager
tout un parcours en fait entre le moment où le vélo est sur le domaine public et le vélo qui est à l'intérieur de l'immeuble. C'est ça le sujet. Parce qu'il y a beaucoup de vélos qui sont montés dans les étages, ça dégrade les escaliers, ça manque de place sur le palier, tout le monde râle. C'est un vrai problème. Hein. Théoriquement, c'est interdit d'avoir des encombrants sur le palier, qu'on soit clair. Donc le vélo, tu considères que c'est un encombrant? C'est considéré au même titre que les poussettes. Ça a toujours été un débat aussi entre les jeunes générations et les anciennes générations. Quand on laissait sa poussette sur le palier, théoriquement, on n'a pas le droit. Donc après, il y a des tolérances, parfois en fonction de certaines copropriétés, mais toujours est-il que du point de vue strictement de l'application du règlement de copropriété, il ne doit y avoir aucun encombrant dans les particuliers. Alors c'est vrai que les règlements de copropriété, souvent, ils datent de 1800 et des poussières. 1950, mais il y avait des vélos. 1950. Non, mais il y avait des vélos à l'époque, parce qu'on parle des immeubles haussmanniens. Je rappelle que le vélo a été un des moyens de locomotion pour se déplacer le plus populaire il y a pas si longtemps que ça. Donc les gens, ils mettaient bien leur vélo quelque part. Oui, mais en fait, il faut normer la chose. Parce que le vélo, c'est une chose, mais en fait, après, derrière, on ouvre peut-être la boîte de Pandore. Parce que si on ne norme pas les choses en disant bien expressément que c'est des emplacements pour les vélos qui sont créés, ou en tout cas, il y a une tolérance, après, derrière, les gens vont aller mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est là où ça devient très compliqué à gérer. Et comme nous, après, on n'a pas de pouvoir de police au sein d'une copropriété, il y a une sorte d'antagonisme ou de dichotomie, c'est-à-dire qu'on doit faire appliquer le règlement de copropriété, donc veiller à ce que les gens le respectent, mais d'un autre côté, on n'a pas de pouvoir de sanction. Donc là encore, on est toujours après dans la mesure, dans le courrier recommandé qu'on va mettre. C'est un moyen. On étouffe. C'est normal, le sujet est complexe, Jérôme. Sujet complexe, mais est-ce que vous, la FUB, vous discutez avec les syndicats d'agents immobiliers? Sur les syndicats de copro, ouais, complètement. Surtout dans la définition qu'il y a eu du programme Alvéole, il y a des comités miroirs qui sont mis en place pour qu'en face on ait les principaux concernés qui viennent exprimer leurs besoins, ce à quoi eux ils font face et comment le programme peut vraiment répondre à sa cible. Donc oui, l'idée est de discuter au maximum avec ceux qui font concrètement la politique de l'habitat et du logement et les vrais opérateurs. On a historiquement des relations assez étroites avec l'habitat social puisque c'était la première cible du programme quand il avait été créé il y a 5-6 ans. Donc l'habitat social nous connaît bien parce qu'ils ont des problématiques qui sont très concrètes où eux, pour le coup, le stationnement sécurisé est souvent mis en avant par leurs habitants comme étant le principal frein à la pratique du vélo. Quand en ville, on est plutôt sur des questions d'aménagement. Dans l'habitat social et dans les quartiers prioritaires, on a ce sujet quand même du stationnement qui est très très fort, puisque là, pour le coup, les gens ont des habitats qui sont parfois encore plus petits, n'ont pas la capacité de le porter ou n'ont pas d'ascenseur fonctionnel. Et donc, on a un vrai problème de qu'est-ce qu'on en fait de ce vélo, quoi, quand on a... Christophe, quelque chose à rajouter? Vous avez du boulot, les syndics, là. Ouais. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Hein. Oui, il y a d'abord aussi un travail déjà de conviction en interne à mener près de la profession, parce qu'on ne sait pas comment appréhender le sujet, objectivement. Et ensuite, derrière, notre difficulté, c'est le pouvoir, en tout cas, la dimension décisionnelle de la chose, parce qu'on a bien clairement une confrontation entre une ancienne génération et une nouvelle génération. Nouvelle génération qui va avoir tendance à utiliser de plus en plus le vélo, et ça se comprend, parce que ça devient un mode de mobilité indispensable dans les villes. Alors qu'on est sur des personnes âgées qui sont un peu moins sensibles au sujet. Et la difficulté, elle est là, alors il y a une transformation, puisque de toute façon, il y a un renouvellement des générations au sein des copropriétés qui se fait naturellement, mais ça va prendre du temps. Et donc pour ça, il faut aussi qu'il y ait un travail de conviction qui soit mené, de pédagogie, pour expliquer les tenants et aboutissants et qu'on adapte un petit peu nos bâtis et nos modalités de fonctionnement à ce phénomène. Voilà, on parle souvent du partage de la route. Et bien là, il va falloir partager en même temps la copropriété et les parties communes. Merci, messieurs. Voilà, on en sait plus sur les parkings vélos dans les constructions. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu parce que un vélo aujourd'hui, notamment, il y a de plus en plus de vélos assistance électrique. Je sais que toi, tu es en vélo musculaire parce que. Mais je suis pas contre le vélo assistance électrique. Et toi aussi. Non, mais c'est pas le débat sur le vélo. Moi, je suis pour. Hein. Vélo assistance électrique ou pas, c'est les primes à l'achat parce que un vélo aujourd'hui, ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher à
l'achat, ça coûte de plus en plus cher à l'entretien. Combien il y a de vélos à peu près? Vous avez un chiffre qui sont vendus? Combien il y a de vélos qui sont vendus tous les ans? On disait 2 millions, 3 millions. Sport et cycle, laisse-moi 2 minutes. Hein, tu vas nous le dire. En tout cas, aujourd'hui, on a presque besoin d'être aidé si on prend un salaire moyen, le prix d'un vélo. Alors même si aujourd'hui, on commence à trouver les vélos à crédit, c'est-à-dire que comme pour la voiture, désolé de faire un parallèle avec la voiture, aujourd'hui, on vous vend pas une voiture à 25 000, on vous vend une voiture à 300 € par mois. Ouais. Les vélos, c'est pareil aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en gros, on s'endette pour acheter un vélo. C'est quand même paradoxal. Disons qu'il y a clairement un enjeu sur ce qu'on appelle le reste à charge pour les ménages une fois qu'on a acheté le vélo, qu'on a bénéficié d'aide à l'achat et potentiellement, dans certains cas, d'un prêt à taux zéro qui pourrait être contracté avec un créditeur quel qu'il soit. Et donc, il y a un vrai enjeu à la fois sur l'augmentation des aides à l'achat, comment on assure que les aides à l'achat, elles couvrent une partie qui soit assez importante du coût d'acquisition du vélo pour que le reste à charge ne soit pas trop élevé, notamment pour les ménages les plus précaires. Donc ça, nous, on a travaillé sur différents dispositifs avec l'État depuis plusieurs années. Il y a les aides à l'achat de l'État, il y a les aides à l'achat des collectivités. Donc ça, le problème, c'est que c'est à la discrétion des collectivités avec des montants qui sont très variables d'un territoire à un autre. Qu'on a travaillé là depuis 1 an et demi sur la prime à la conversion voiture vers vélo. Donc c'est-à-dire que quand on met au rebut une voiture dite polluante, etc., dans le cadre des primes à la conversion, on peut derrière bénéficier d'un forfait pour acheter des vélos. Donc ça, c'est aussi assez important en matière de report d'un mode de transport en un autre. C'est assez incitatif pour les ménages. Et de plus en plus, on voit bien en effet la question de la location de vélos, alors soit sous format leasing, LOA, modèle voiture, mais qui du coup de fait amène à prendre en fait un crédit à la consommation, ce qui n'est pas adapté pour beaucoup de ménages, notamment les ménages les plus précaires qui n'ont pas la capacité de prendre de crédit à la consommation. Et donc de voir comment nous on crée des dispositifs publics ou publics-privés sur de la location longue durée de vélo avec des tarifs qui soient assez intéressants pour que tout ménage puisse payer. Alors nous, on pousse pour que ce soit moins d'1 € par jour pour avoir une location longue durée de vélo à assistance électrique. Donc on espère pouvoir avancer sur un dispositif comme ça qui puisse s'appuyer aussi sur le réseau des associations, potentiellement des vélos de seconde main qui soient remis dans le circuit. Et donc c'est ça, achat, location. Des vélos de seconde main, etc., qui au lieu de partir au rebut, sont retravaillés, on va dire, remis en forme. Ouais. Et notamment pas souvent par des associations de réinsertion, enfin il en existe beaucoup, et ça c'est plutôt intéressant. Tu as trouvé les chiffres? Oui, j'ai trouvé les chiffres. Les chiffres de l'Observatoire du cycle par Union Sport et Cycle qui date de 2021. 2 790 000 vélos vendus en 2021 par rapport à 2020, ça fait plus 4%. Ouais. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'en 2011, il y avait 3 72 000 vélos vendus. Et là, on est à 2,8 millions. Et après, si on fait un partage du VAE, donc du vélo assistance électrique, le vélo assistance électrique, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 25%. Voilà. Voilà, donc on va en avoir de plus en plus, on va avoir de plus en plus de vélos et on revient à la première question du tout début, il va falloir vraiment assurer au niveau infrastructure. Il y a aussi un forfait mobile qui est payé par les employeurs. Ouais. Ça c'est plutôt intéressant parce que jusqu'à présent l'employeur paye ou donne 3 sous chaque mois pour le pass Navigo sur Paris et autres déplacements dans les autres départements. Là donc il y a des aides par les employeurs auprès de leurs salariés. Ouais. Oui. Si on revient juste à la question du taux d'équipement, clairement le problème en France, c'est pas le nombre de vélos que chaque ménage a. C'est le nombre de vélos dont ils se servent. C'est le nombre de vélos dont ils se servent et le taux d'usage de leur vélo. Si on regarde un pays comme les Pays-Bas, chaque personne fait environ 1000 km de vélo par an. En France, on est à moins de 100 km. Donc on a un rapport de 1 à 10, c'est-à-dire qu'en France, on est comme on est sur motorisé, on est sur vélo cisé. Donc le sujet, il se positionne pas vraiment là, il se positionne sur le taux d'usage du vélo. Et en fait, avec ça, se pose la question de la qualité des vélos achetés. Et donc que le vélo assistance électrique augmente en part des ventes, c'est intéressant parce que c'est des vélos qui vont très clairement pouvoir créer un report d'un mode de transport à un autre parce que c'est des vélos qui sont de meilleure qualité, qui permettent vraiment plus un usage du vélo. Et puis après, il y aura tout le champ des vélos mécaniques, des vélos traditionnels qu'on utilise exclusivement avec la force de nos jambes, où là aussi, on a une nécessité à monter en gamme. Donc si on revient après sur le forfait mobilité durable, oui, en effet, c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années, qui s'appelait indemnité kilométrique vélo avant, qui s'est un petit peu étendu et étoffé en 2018, encore une fois, pendant la loi d'orientation des mobilités. On a créé ce forfait mobilité durable qui intègre une composante vélo, qui est très concrètement la composante la plus utilisée par les employeurs et par les salariés, qui intègre aussi le covoiturage, de l'autopartage, bref, d'autres aspects, mais là, on va se concentrer sur le vélo. Et ce forfait mobilité durable,
alors c'est pas tout à fait les mêmes conditions que ce soit dans le public ou dans le privé. Si on fait très schématiquement, quand on est fonctionnaire d'État ou hospitalier, on nous propose systématiquement le forfait mobilité durable. Donc c'est un acquis social auquel on a le droit. Donc il n'y a pas une obligation pour le privé. Mais il n'y en a pas du côté du privé. Dans le privé, c'est volontaire et les montants ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans le public, c'est maximum 200. Là, ça passe à 300 € depuis le plan de sobriété il y a une semaine à peine. Dans le privé, en revanche, c'est 700 €, mais c'est facultatif. Donc, on a vraiment deux régimes très différenciés d'un côté ou de l'autre, avec, à notre sens, plus d'efficacité dans un système d'obligation avec des montants peut-être un petit peu plus faibles, comme c'est le cas dans la fonction publique, que du facultatif avec des montants très élevés où on se rend compte qu'il y a très très peu d'entreprises qui le proposent à leurs salariés. Alors par contre, il y a une réduction fiscale pour les entreprises qui achèteraient une flotte, qui mettraient une flotte à disposition. Ça, c'est plutôt bien, Jérôme. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Et après, il faut qu'ils aillent encore plus loin, les employeurs, c'est qu'ils aménagent aussi leurs bureaux et les parkings, qu'ils fassent un peu de place dans les parkings et qu'ils ne mettent pas les cyclistes au moins 8e étage avec 50 marches d'escalier, etc. Mais là, il y a une très belle étude que je vous recommande, proposée par Knight Frank, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, sur pourquoi est-ce qu'il faut passer à l'étape suivante là-dessus. Oui, parce qu'il n'y a pas que le vélo, il n'y a pas que la flotte, tu en parlais tout à l'heure, il y a les douches, il y a l'ensemble des services, etc. On parlait tout à l'heure de la multimodalité, je crois qu'on dit ça comme ça, l'intermodalité. Il y a souvent les trains, les TGV par exemple. Alors les TGV, c'est pas forcément l'intermodalité de tous les jours, mais dans la vie de tous les jours, quand on prend le RER, quand on prend le train pour aller notamment à Paris de banlieue à Paris, c'est un peu compliqué d'y rentrer avec son vélo. Alors soit j'ai une expérience qui est différente. Toi, t'as jamais eu de problème? Jamais. J'ai une fois eu un contrôleur qui m'a demandé de payer un supplément, que c'était un vélo pliant. Je parlais pas de ça, je parlais des places, du nombre de places. Sincère. Alors après, je fais pas du cyclotourisme avec un vélo avec plein de sacoches, avec un départ le 15 août. Mais en tout cas, en multimodalité ou intermodalité au quotidien pour aller à Strasbourg, à Fréjus au quotidien, je prends le train trois fois par mois avec mon vélo pliant, j'ai jamais eu de soucis, jamais. Dans le TGV. Là-dessus, on a plusieurs sujets en France. Bon, il y a la question là, on était plutôt sur la question d'emporter son vélo dans le train. Donc ça, c'est un sujet qui est de plus en plus traité à l'échelle française ou européenne et puis au niveau des régions qui gèrent leur TER, où on augmente au fur et à mesure le nombre de places dans coche vélo dans les trains. Ça avance pas assez vite. Les fourgons, les wagons, etc. sont parfois très mal adaptés, permettent pas aux gens de mettre leur vélo, impliquent de soulever un vélo, c'est lourd. Donc ça, c'est l'investissement de moyen long terme, mais on a besoin que toutes les collectivités, notamment celles qui gèrent les trains, c'est-à-dire l'État et les régions s'y mettent. Mais après, nous, on a un sujet beaucoup plus foncier du côté de la FUB et on l'assume, c'est la question du stationnement à nouveau, mais du stationnement en gare, par exemple. C'est-à-dire qu'on pense pas qu'à terme, on pourra, si on imagine un monde que nous on espère, c'est-à-dire le monde de ce que l'État s'est engagé à faire, c'est-à-dire atteindre 10% globalement des déplacements effectués à vélo en 2030 et que ce chiffre-là augmente en 2040, en 2050, on va pas mettre 10% de l'espace des trains pour de l'emport de vélo. Donc ça veut dire qu'il va falloir à un moment gérer un flux qui sera de plus en plus important et c'est super heureux. Et donc pour ça, il va falloir qu'on mette en place du stationnement sécurisé en gare d'arrivée et de départ, comme c'est le cas dans les pays qui ont un vrai système vélo. Ça commence en France. Et là, tu as deux vélos, un qui te fait les premiers kilomètres jusqu'à la gare et un qui te fait les derniers kilomètres de la gare jusqu'au boulot. Ouais, en fait, t'as des vélos partout. Ça, c'est très développé aux Pays-Bas, il me semble. C'est vrai. Ouais. Et potentiellement, ça revient à la question que tu posais juste avant sur les vélos en libre service, etc. S'il y a à destination, la grande métropole, peu importe, on ne travaille pas tous en grande métropole, mais la destination, le pôle économique, il y a une vraie flotte, une vraie offre de vélos en libre service ou en tout cas de location de vélos. Tout d'un coup, tu t'enlèves le problème de je suis arrivé à la gare de destination, comment je fais pour aller à 3 km Ou la SNCF, aux Pays-Bas par exemple, c'est la SNCF qui opère un service de location de vélo dans les gares. Donc partout où on est aux Pays-Bas, on trouve un vélo. Il y a un dispositif du coup qui est unique, pouvoir louer un vélo à l'arrivée, au départ, et ça facilite énormément l'intermodalité. Donc c'est plutôt sur ces dispositifs-là que nous on travaille pas mal côté FUB avec d'autres partenaires associatifs. Et puis la question de l'emport où on continue à vraiment suivre aussi les engagements qu'a pris l'État, qu'a pris l'Europe sur l'augmentation du nombre de places dans les trains
et après aussi les conditions avec lesquelles les usagers sont reçus en gare, parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus, notamment pendant les pics saisonniers, donc là où on a activité un peu touristique qui vient se mêler avec l'activité quotidienne, et après sur des lignes qui sont déjà très très saturées, par exemple le Grenoble-Chambéry, ils ont dû augmenter d'1 minute 30 le trajet du train parce qu'il y a trop de vélos il y a énormément de personnes qui veulent prendre leur vélo à raison. Le temps de monter, le temps de redescendre. Donc on a un vrai sujet, c'est comment du coup on opère réellement maintenant une politique très sérieuse avec les collectivités, avec les opérateurs et notamment la SNCF sur comment on va intégrer plus de vélos dans les trains, donc ça c'est un fait, et comment derrière aussi on fait en sorte de réduire la pression qui est mise dans les trains via notamment du système de stationnement ou des locations de vélos. Parce qu'il y a quand même souvent, moi je lis des choses sur les réseaux sociaux, des bagarres dans les trains, des bagarres verbales, des joutes verbales entre les gens qui veulent monter avec le vélo, l'accrocher, il n'y a pas de place, il y a les valises. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, il faut faire attention à ce que le vélo ne devienne pas un nuisible. Le vélo et les cyclistes, quand il y a des bagarres, je sais pas, mais effectivement il y a des noms d'oiseaux qui volent sur les pistes cyclables, comme il y a des noms d'oiseaux qui volent sur les quais. Et à un moment donné, en fait, le vélo ne devrait pas être si clivant que ça, et malheureusement, il l'est encore. Alors, il faut développer une culture vélo, donc ça, dans le plan vélo, on en parle. Vous la FUB, vous êtes bien présent. Il y a un dispositif qui s'appelle le savoir rouler à vélo. Ce sont des animations, entre guillemets, faites par des différentes associations, dont la FUB, la Fédération française de cyclisme certainement, la Fédération française de cyclotourisme. Dans les écoles primaires, avant d'arriver au collège, on doit savoir rouler à vélo. Savoir rouler à vélo, ça ne veut pas dire je tiens mon équilibre sur le vélo, mais j'apprends. Je sais aller de chez moi jusqu'au collège. Je sais aller de chez moi, je sais respecter, je connais le code de la route, etc. Plus on le fait jeune, mieux ça sera pour la suite. Oui. Ouais. C'est ça ? Il n'y a rien à ajouter. Tu as bien résumé, mais c'est aussi un vrai sujet. C'est très difficile à mettre en place. On revient à des problèmes de ressources humaines. Ouais. On est aussi sur des problématiques de disponibilité des vélos. On est sur des problématiques de est-ce que le prof de PS, est-ce que le prof de PS peut faire ça tout seul ? Est-ce que les parents veulent bien aussi ? Il y a un vrai travail d'éducation auprès des parents. Mais non, mais moi je veux pas que mon enfant il aille dans la rue dans un espace qui est pas sécurisé. Donc il y a plein d'enjeux derrière. L'objectif est magnifique. Après la mise en place, alors c'est vrai que le plan vélo annoncé par Elisabeth Borne sur les 250 millions, il y avait 50 millions mis sur la table pour se savoir rouler à vélo. Aujourd'hui, je pense pas que ceux qui sont les enfants qui sont en CM1 aujourd'hui, là, cette année en 2022, sur l'année scolaire, tous sortis, je suis pas sûr qu'on soit même pas à 50% en 2023. Ah non, on en sera très loin. Mais alors, correction, c'est les 50 millions d'euros, ils sont pas mis pour le savoir rouler à vélo, ils sont mis pour du stationnement et pour l'instant, il y a zéro investissement justement dans le savoir rouler à vélo. Donc aujourd'hui, le seul dispositif qui existe, c'est un truc que porte la FUB, qui s'appelle le programme Génération Vélo et qui accompagne donc les collectivités, parce que à la fin, c'est les mairies qui payent. Puisque c'est l'école communale, c'est l'école communale. Donc c'est eux qui payent, et donc soit ils mettent à disposition des salariés de la mairie, donc ce qu'on appelle des étapes, soit ils font travailler le secteur associatif, alors sportif, vélo, donc soit les assos FUB, soit l'UFOLEP, la FFC ou que sais-je, soit ils payent des auto-entrepreneurs ou des sociétés de personnes salariées qui deviennent expertes en fait de l'apprentissage du savoir rouler à vélo. Et donc tout ça, ça a un coût. C'est environ 50 millions d'euros par an si on agrège tous les besoins des collectivités. Il y a le coût aussi d'acquisition de l'équipement, de maintenance de l'équipement, c'est-à-dire des vélos, de leur stationnement dans des garages, etc. 50 millions d'euros par an qui ont été, entre guillemets, imposés par l'État aux collectivités. Donc se pose la question désormais de comment on va réussir à financer ça à long terme. Et le but de cette annonce de deuxième plan vélo, c'est de donner des perspectives à terme que l'État finance auprès des collectivités. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'entend, tout en décalant quand même de 3 ans l'objectif. À la base, on devait atteindre une génération formée en 2024 pour les JO. Aujourd'hui, on n'est même pas à 200 000 enfants formés sur 4 ans, donc on est très loin. Une génération, c'est 800 000 enfants. Et donc là, l'objectif a été décalé en 2027, avec donc pour objectif qu'en 2027, 800 000 enfants par an soient formés au savoir rouler à vélo. Mais ça, c'est si tout se passe bien et s'il y a de l'argent. Et pour remettre aussi quand même, pour entre guillemets déresponsabiliser ou expliquer l'une des raisons pour lesquelles c'est compliqué, c'est qu'à un moment donné on met tout ça en place, mais s'il n'y a pas de vélo disponible parce qu'il y a de la pénurie de vélos et de pièces, eh ben, tu peux pas le faire. Alors on pourra faire une émission avec l'Union Sport et Cycle justement sur les pénuries de pièces de vélo. Juste j'allais vous taquiner sur le savoir rouler à vélo. Je connais à peu près ta réponse, mais lui c'est savoir rouler à vélo avec casque ou sans casque ?
Alors pour les enfants, c'est obligatoire. En dessous de 12 ans, c'est sans casque. Donc, c'est avec casque. Avec casque, donc ils le feront avec. Nous, après, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse après avoir un petit continuum éducatif au collège ou au lycée. Donc la question, elle se posera à nouveau. Nous, la position qu'on a toujours tenue à la FUB, c'est pas d'obligation, mais les gens le font s'ils le veulent, et c'est très bien. Enfin, laisser la liberté aux gens, tant que le vélo est un espace de liberté, ça reste comme ça, et c'est très bien. Ça reste un espace de liberté jusqu'au bout. J'ai une petite anecdote là-dessus. Ma fille vient d'avoir 12 ans au mois de mai. Elle a enlevé le casque ou l'a gardé? C'est le premier truc qu'elle m'a dit. Ah papa, j'ai 12 ans, je ne suis plus obligé de porter mon casque sur le vélo. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as répondu? Continue à le mettre. Et puis, oui, mais parce que c'est la dernière. Toi, tu le mets en tout cas? Oui, moi je le mets 90% de mon temps. J'ai des casques à la maison, je suis bien dedans, ça me dérange pas. Je le mets. Bon, on a bien compris. Donc, l'avis de la FUB, c'est la liberté de faire du vélo, de faire du vélo sans casque. On l'a bien compris, ça ne se discute pas. Ce qui est intéressant, quand on est dans plusieurs pratiques de vélo, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de casque dans un déplacement au quotidien, ça me choque pas, ça me dérange pas. Il fait bien ce qu'il veut. Ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est dans les pelotons, quelqu'un qui n'a pas de casque dans un peloton sportif, quelqu'un qui n'a pas de casque, il y en a un de temps en temps ou une. Il y a plus de risques de chute, peut-être, dans un peloton. Peu importe, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le casque dans le peloton ou dans les pelotons ou dans les pratiques sportives, il est très bien accepté, et il est très bien intégré, et celui qui n'en a pas est vraiment identifié. On se dit, oula, c'est chelou. On le remarque tout de suite. Oui, alors que dans un déplacement au quotididien en ville, la même personne, il fait bien comme il veut. Et d'ailleurs, même dans le peloton, il fait bien comme il veut. Mais quand on emmène, par exemple, des gens, moi il m'arrive d'emmener des sorties sportives à vélo en sport, tu mets un casque. Tu mets un casque. Ouais. Juste pour terminer, une chose qui est très intéressante, un dispositif. Je sais pas si c'est un dispositif. En tout cas, ça se passe tous les mois de mai. Ouais. Mais à vélo. Et ça s'appelle Mais à vélo, donc des animations où la FUB intervient, des tas d'autres associations interviennent évidemment. Donc c'est tout le monde à vélo au mois de mai. C'est ça, c'est un peu présenter la diversité des pratiques du vélo et essayer d'en faire un moment festif. Il y a toujours eu en France des animations soit en septembre, soit en mai, souvent portées par le secteur associatif autour du vélo. Donc quand les beaux jours commencent un peu à revenir, qu'on a envie de se remettre en selle, notamment pour préparer l'été, de comment on apprend un peu à le faire de la meilleure manière possible. Et donc de ça, pareil, il y a un dispositif qui a été créé post-confinement pour essayer de le systématiser et d'engager tous les acteurs qui soient aussi du secteur économique, les employeurs, les associations évidemment, les collectivités, que tout ce beau monde se mette ensemble pendant le mois de mai pour essayer de donner une image festive et encore une fois, porter toutes ces valeurs de liberté, de joie, etc. qu'apporte le vélo, qui sont aussi un peu au fondement même des valeurs que porte le système vélo. Donc c'est en mai. En septembre, il y a aussi beaucoup de choses qui se font souvent autour des forums associatifs. Donc la semaine de la mobilité, notamment. Oui, enfin des choses qui sont organisées partout. Le Mai à vélo, plus de 1500 manifestations sur tout le pays. Ouais. C'est la vraie fête nationale du vélo. Je sais pas ce que tu as fait au mois de mai, toi, Jérôme. C'est vraiment la fête nationale, tu crois, 1500? Mais si, la fête nationale du vélo. Non. Il en faudrait 40 000 ou 50 000. Non, j'ai pas dit parce qu'il y en avait eu 1500, c'est la fête nationale. Non, mais c'est pareil. On va dire c'est la fête nationale, il faut organiser plus de choses. La semaine de la mobilité au mois de septembre, c'est super ces initiatives, mais quand on regarde factuellement les chiffres, c'est ridicule. Bon, la FUB, qu'est-ce qu'il a? Non mais c'est ridicule. C'est un atelier de réparation sur la place de la mairie pendant une journée. Ça fait une opération et il va graver 5 vélos. On ne sait à qui ils appartiennent. Franchement. Voyons plus grand. Vous n'êtes pas d'accord avec nous? Non, en fait, ça m'agace de se dire que c'est un succès. Mais à vélo, j'ai pas dit que c'était un succès. J'ai dit c'est la fête nationale du vélo, donc il faut continuer à qu'elle se développe. J'adorerais qu'il y ait la semaine de l'automobile. Ça voudrait dire que l'automobile, elle est passée de l'autre côté et qu'on n'ait plus besoin de faire de mai à vélo et de la semaine de la mobilité et qu'on ait besoin de faire croire que 2 événements en France pendant la semaine de la mobilité, c'est un succès. C'est pas vrai, c'est pas un succès. Bon, de mon point de vue, je trouve que c'est ridicule. Mais on respecte ton point de vue, Jérôme. On en reparle en septembre 2023. On verra ce qui se sera passé. Et Mai à vélo, pour reprendre Mai à vélo, il y a des tonnes d'applications qui existent aujourd'hui qui sont utilisées par plein de cyclistes. Mai à vélo, on choisit une.
c'est la mobilité, le machin. Ah non, mais il y a d'autres trucs, ouvrez-vous les gars. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que sur Semer à vélo, pendant un mois, tous les acteurs du vélo, que ce soit les pratiquants, les revendeurs, les collectivités, peut mieux faire. Ok, mais ça existe déjà et ça permet de se retrouver sur des tas de manifestations, je redis, plus de 1500, qui sont organisées à droite à gauche, et ça donne peut-être envie à un moment donné des gens qui ont pas l'habitude d'en faire, d'y aller, d'aller voir, et peut-être là derrière, tu abordes un vrai sujet. Ah voilà, et peut-être donner envie, et peut-être derrière de dire tiens, on le disait au tout début, le trajet domicile boulot, c'est 5 km, donc tout le monde devrait pouvoir le faire. Quand je dis pas tout le monde devrait le faire, hein, mais tout le monde devrait pouvoir le faire. Donc là, devrait se poser la question. Si des manifestations comme ça donne envie, etc. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, merci messieurs, merci Jérôme Sorel. Je rappelle le média Wheels, le leader de Pignon, et Thibaut Quéré, donc de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. En charge du plaidoyer. En charge du plaidoyer. Merci, il nous a pas expliqué ce que c'était, mais il est là, il va à droite à gauche, il explique. En même temps, il connaît. Honnêtement, il faut reconnaître. Écoutez, Thibaut, c'est un plaisir. Il connaît hyper bien les sujets. Il parle très bien des différents programmes que la FUB met en place, qui sont tous d'une cohérence incroyable. Il faut aussi reconnaître ça, et que quand on parle parking, il sait de quoi il parle. Quand on parle de mise en place des politiques cyclables au niveau départemental, communal, régional, national, c'est un plaisir. Ouais, c'est normal, c'est le responsable. Ça prend du temps de comprendre tout ça, mais c'est normal, c'est le responsable du plaidoyer. En tout cas, merci auditeurs, téléspectateurs Radio Cyclo. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus, et vous savez que vous pouvez venir sur Radio Cyclo, sur Wheels, sur la FUB, si vous voulez avoir davantage d'explications sur ce plan vélo, la continuité. C'est pas le deuxième plan vélo. J'écoute ce qu'il dit sur la continuité du premier plan vélo. Merci à tous. Merci à toi. Merci.